Donc, bienvenue à cette table ronde sur le thème de médias et démocratie en Afrique. Alors, effectivement, il n'y a pas eu de pause, donc c'est vrai que l'attention, ça risque d'être peut-être un peu compliqué de maintenir l'attention, mais en tout cas, je vous remercie d'être là. Médias et démocratie en Afrique, un thème important, n'est-ce pas? Je vais commencer par cette citation. Il n'y a pas de liberté sans liberté d'informer. En fait, cette devise, c'est celle de Moussa Aksar. Il l'a fait sienne, et au point où il l'a même inscrite en peinture noire sur le portail du journal qu'il a créé à Niamey, au Niger. Ce journal, il s'appelle L'Événement. Et pourquoi je commence par lui ? Parce que Moussa Aksar, qui est un journaliste d'investigation, a été condamné en mai dernier à la suite d'une enquête dans laquelle il a révélé les malversations du ministère de la Défense de son pays, où il a démontré que des hauts responsables de l'armée ainsi que des proches du pouvoir avaient détourné pas moins de plus de 71 millions de francs CFA. Et ce qui aurait dû lui valoir des lauriers, en fait, lui a valu une jolie condamnation en diffamation. C'est un des exemples, voilà, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui prouvent que la liberté de la presse est encore vacillante en Afrique. Je vous l'accorde, il n'y a pas qu'en Afrique, il y en a aussi partout dans le monde, mais c'est aussi une des vraies problématiques auxquelles le continent africain est confronté. C'est pourquoi, si je vais citer aussi les chiffres de RSF, et notamment le classement de la liberté de la presse, le dernier classement de la liberté de la presse 2021. Quand on regarde la carte, justement, on se rend compte que plus de la moitié des pays d'Afrique sont classés en zone rouge ou noire, ce qui signifie que la liberté de la presse se trouve dans une situation difficile, voire très grave. Comment, alors que l'on parle de l'Afrique, berceau du futur, comment les médias africains peuvent jouer leur rôle de contre-pouvoir, le fameux quatrième pouvoir, parce que je pense que tout le monde est d'accord pour reconnaître que les médias ont un rôle essentiel dans l'émergence et le maintien des démocraties. Or, on assiste en ce moment, dans certains pays d'Afrique, à un délitement de cette démocratie. Et alors que, grâce au développement des réseaux sociaux, de toute cette révolution numérique qui s'opère et qui offre de nouvelles formes de journalisme, des nouvelles possibilités, il n'a jamais été aussi facile d'informer que maintenant. Comment, justement, les médias africains peuvent s'emparer de ça, c'est ce qui constitue une opportunité, mais peuvent à la fois s'emparer de ces opportunités, mais aussi se retrouvent à lutter contre des obstacles, dont effectivement la montée des régimes répressifs et des politiques liberticides. Pour parler de ça, parce que je vais recevoir on accueille 3 invités. Je vais commencer par Anne-Cécile Robert. Anne-Cécile Robert est journaliste et directrice des relations et des éditions internationales au Monde diplomatique. Elle a également publié plusieurs ouvrages, dont un ouvrage intitulé « L'Afrique au secours de l'Occident », où elle réinterroge, déjà elle attaque, elle met à mal certains clichés, et elle invite à s'interroger sur ce que l'Afrique peut nous apprendre, nous, Occident. Et donc je pense que Cécile aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous avons aussi Ignace. Bonjour Ignace. Sossou. Et oui, Ignace Sossou, oui. Bonjour Ignace. Vous êtes donc au Burkina, à Ouagadougou, c'est bien ça? Oui. Ouais, il y a un petit décalage. Mais... Donc, Ignace est journaliste béninois, n'est-ce pas? Mais vous vivez au Burkina. Vous travaillez pour Bénin Web TV, n'est-ce pas? Web TV, excusez-moi avec l'accent. Et puis, vous êtes également rédacteur en chef de L'Événement, le journal de Moussa Aksar, n'est-ce pas, au Niger?
C'est bien ça. Et vous êtes aussi le porte-parole de la Cenozo. La Cenozo, c'est la cellule Norbert Zongo qui promeut le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. Donc vous nous en parlerez certainement, parce que ça peut être aussi un des outils face aux problématiques qui vont être évoquées. Donc on est ravis de vous avoir, Ignace. Et enfin... Merci, c'est moi. Et enfin, Olivier Piot. Olivier Piot, the last but not the least, journaliste, également, alors journaliste pour Le Monde, L'Orient 21, entre autres, hein, j'en cite, et grand spécialiste de l'Afrique, comme Anne-Cécile Robert d'ailleurs, hein, mais évidemment, c'est des grands connaisseurs de l'Afrique, et qui a également fondé en 2015 une plateforme franco-africaine qui s'appelle Médias et démocratie. Donc autant dire que normalement il est calé sur le thème de cette table ronde. Enfin, on l'espère. Et donc, sans trop dévoiler de Médias et démocratie, parce qu'on va y revenir, mais c'est une plateforme qui soutient et forme les journalistes francophones africains au journalisme d'investigation. Voilà, en Afrique. Cette année, vous avez mis en place le CJFAM, on y reviendra. Hein. Et puis, il y a d'autres projets qui vont venir. Donc, tout de suite, je vais commencer par vous, hein, Olivier Piot, parce que Médias et démocratie, justement, c'est le thème, c'est le nom de votre plateforme, c'est le nom de la table ronde, c'est le thème de la table ronde. Ça vous inspire quoi ? Ah bah ça m'inspire beaucoup de choses. Et parce que je pense que le lien entre les médias et la démocratie, chacun dans la salle parmi vous le perçoit, ce lien, instinctivement. On sait qu'on a une devise un peu sur la plateforme, avant que j'en parle plus avant, pas de liberté des médias sans démocratie, mais pas de démocratie sans indépendance des médias. Vous voyez que déjà, on voit comment ça s'articule, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de démocratie possible, durable, et c'est vrai dans le monde entier, qu'elle soit en construction, en transition, en dégénérescence ou bafouée. La démocratie au sens large, sans que ça soit forcément le modèle occidental d'ailleurs, je pense qu'il y a une multitude de modèles. Et dans l'histoire de la démocratie, on parle de la Grèce aux États-Unis, à l'Europe, etc. Il y a autant de variantes de démocratie, mais c'est porteur d'équité, de justice, d'état de droit, de liberté, d'informer, d'expression. La presse n'est qu'une des formes de liberté d'expression et d'informer. Et donc ça n'existe pas sans un acteur, qui n'est qu'un des acteurs, mais qui est indispensable et important, que sont les médias au sens large. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit médias, c'est pas seulement les médias traditionnels, bien sûr. On a la presse écrite, la télévision, la radio, et puis il y a tout ce qui est venu avec cette formidable révolution d'Internet, qui a fait une révolution, notamment aussi dans le domaine de la presse et de l'information, donc les réseaux sociaux, les blogs, les sites Internet, etc. Et qui a non seulement démultiplié les canaux de production et de transmission de l'information, mais démultiplié aussi en amont les acteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'être journaliste professionnel pour informer. Finalement, tout le monde peut informer. Donc c'est à la fois super, par certains côtés, et en même temps, pour celui qui est de l'autre côté, qui reçoit l'information, comment je fais la part des choses, fake news, rumeurs, etc. Vous voyez que c'est à double tranchant. Alors, Médias et démocratie, c'est une plateforme créée, gérée, animée par des journalistes professionnels français et africains, avec un souci, c'est d'être une plateforme citoyenne de partage et d'échange. Ça veut dire qu'en gros, ce sont des journalistes militants du journalisme. Ils font leur boulot, ils gagnent leur vie par le journalisme, pas seulement sur l'Afrique. Et en même temps, ils sont animés d'une flamme. C'est que pour eux, le journalisme a ses lettres de noblesse, héritées du passé, pas seulement occidental,
Et à partir de là, ils se considèrent aussi comme militants d'un journalisme de qualité, évidemment, impartial, mais pas tout le temps, neutre, pas souvent, engagé dans les combats de chacun, de ses lecteurs, des internautes, des citoyens, parce qu'il est aussi citoyen. Et donc, il considère qu'il est détenteur d'un outil important, ce fameux quatrième pouvoir. Et donc, on a décidé de revenir sur ces fondamentaux, de repenser entre nous quel est pour nous le journalisme qui peut accompagner l'humanité. C'est pas le seul compagnon de route, mais un des outils indispensables pour que l'humanité aille vers un demain plus juste, plus équitable entre les nations, entre les peuples, entre les continents, et en particulier dans ce lien de part et d'autre de la Méditerranée avec ce grand berceau du futur qu'est le continent africain. Donc voilà, on fait des éditions chaque année entre Tunis et Bordeaux. C'est la 6e édition. Le principe, c'est qu'on se retrouve entre journalistes, blancs, noirs, maghrébins, africains, français, franco-africains, tout ce qu'on veut, parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas africain, on est journaliste, on est collègues, on est confrères, consoeurs. On se retrouve, on échange, en sachant qu'il y a une inégalité fondamentale qui nous sépare, qui est héritée du passé. C'est qu'en France, en Europe, on a pu faire l'expérience du journalisme dans des sociétés qui ont été durablement, même si c'est avec des ruptures, dans des contextes démocratiques. Donc on a cette expérience. Et nos confrères et consoeurs africains ont moins cette expérience parce que tout simplement, le continent a été pillé, mis sous tutelle de régimes autoritaires soutenus, encore aujourd'hui, maintenus. Et donc les expériences démocratiques des journalistes en Afrique ont existé, mais ont été plus courtes, moins durables, plus difficiles. En même temps, ils ont, eux, plein de choses à nous apprendre sur ce qu'est l'exercice de ce métier dans des conditions beaucoup plus difficiles de censure, de pression, de discrimination morale, physique, qui est leur lot quotidien. Et donc, cette plateforme, on a décidé d'en faire un outil de partage pour échanger, pour se renforcer collectivement, pour se protéger aussi. Voilà. Et donc, elle existe depuis 6 ans. Elle travaille aujourd'hui avec une dizaine de pays d'Afrique francophone, du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. On a donc ces 2 éditions où ils viennent à Tunis, Nouakchott, et puis Bordeaux, Marseille, en immersion dans ces journaux de presse régionale, où ils voient leurs confrères travailler. On leur fait rencontrer le club de la presse, des syndicalistes, des policiers, des responsables de collectivités territoriales, et ils peuvent expérimenter en France ce que c'est que d'être journaliste, comment on travaille avec la police, la justice, les sources d'information. Donc ça les remplit d'une expérience courte, bien sûr, à partir de laquelle ils essayent d'élaborer les chemins possibles pour que les médias gagnent en liberté, de ton, en indépendance. Donc ça pose plein de questions, bien sûr, comment on vit du journalisme en Afrique quand on n'est pas en prison, comment on se bat pour l'indépendance des médias par rapport aux puissances publiques, privées, liberticides le plus souvent, aux multinationales. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Donc ça nous a amené à avoir une sorte d'expertise graduelle sur ce qu'on appelle, pour reprendre un terme d'ailleurs qui est lié à l'histoire de la pensée de l'écologie, écosystème. Il y a des écosystèmes médiatiques en Afrique, comme il y en a en Europe, d'ailleurs, partout dans le monde, mais c'est-à-dire des espaces dans lesquels chaque pays en Afrique, et parfois des régions dans certains pays, ont un certain nombre je dirais, de paramètres qui permettent de qualifier où en sont un peu les médias dans ces pays, c'est-à-dire qui détient ces médias, quelles sont les grandes règles et lois, parfois, elles existent aussi, de protection des journalistes, sur la liberté de la presse. Ces pays, est-ce qu'ils ont signé ou non des conventions internationales sur le droit des journalistes,
sur leur protection, la liberté d'informer, d'expression dans les constitutions. Donc vous voyez, il y a déjà tout cette toile de fond je dirais, de l'arsenal juridique, qui existe ou non, et qui est lui-même une bataille et une conquête. Après, il y a les organisations dans les professions. Est-ce que les journalistes ont des syndicats? Sont-ils indépendants? Est-ce qu'ils ont des organisations? Est-ce qu'ils ont des chartes éthiques? Est-ce qu'ils ont des conseils de presse? Voilà, tous ces outils d'autorégulation, c'est-à-dire comment la profession arrive à s'organiser à côté des appareils d'État et sans être placé sous leur tutelle, parce que c'est un des facteurs d'indépendance, toute chose qu'on a conquis en Europe, notamment en France, mais pas seulement, et qu'ils peuvent aussi conquérir pour faire leur travail. Donc, ce que je dirais en introduction, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que ces médias en Afrique, comme dans tous les domaines, sont traversés de mutations importantes, d'évolutions fortes. Ça touche bien sûr aux technologies, puisqu'en Afrique, comme partout dans le monde, on peut aujourd'hui créer des médias, créer des blogs, alors à ceci près que les lois sur le code numérique, sur la liberté d'expression, quand on a un média indépendant en Afrique, si vraiment on va au bout des choses et de la vérité, on est rapidement censuré, interdit. Vous avez vu avec ce qui s'est passé avec le Covid, ça a été l'occasion pour de nombreux régimes, au prétexte d'urgence de crise sanitaire, d'enfermer des journalistes, d'interdire des médias. C'est vrai en Égypte, c'est vrai au Soudan, c'est vrai un peu partout. En France, on a échappé à ça, mais on a quand même été jusqu'à avoir un gouvernement qui nous fasse un site pour nous expliquer quels étaient les bons journaux et les mauvais journaux. Donc, vous voyez, même chez nous, le fameux article 24, vous voyez que ça a été l'occasion d'empiéter sur des choses conquises par les journalistes et la liberté d'informer. Alors, vous imaginez dans des pays où il n'y a pas d'état de droit, où le chef de l'État, il dirige la sécurité, la police, etc., et donc il fait un peu ce qu'il veut. Alors, donc ça a été évidemment une période difficile qui a accentué les difficultés, et aussi économiques, puisque pour qu'un média existe, il faut qu'il ait un rapport économique avec son lectorat. Or, ce sont des médias qui ont des grosses difficultés de financement. Souvent, les appareils d'État décident qu'ils n'auront pas les publicités légales, qu'il n'y aura pas de fonds d'aide à la presse. L'État mauritanien, par exemple, a décidé il y a 3 ans, sous le président Aziz, qu'aucune entreprise publique, ils avaient fait une liste de tous les médias qui étaient soi-disant pas bons, et aucune grande entreprise publique ne pouvait s'abonner à ces médias. Donc on perd des abonnements, on perd des publicités, on perd des annonces légales, on n'a pas d'aide à la presse, on n'a pas d'emprunt possible avec les banques. Et vous voyez qu'on peut étouffer un média en tant qu'entité économique très rapidement, sans même avoir recours à la police ou à d'autres formes plus directes de censure. Donc c'est vrai que ce sont des mutations où il y a de nouveaux outils qui auraient tendance à démocratiser la possibilité de produire et d'informer, mais en même temps, la contrepartie, c'est qu'il y a je dirais une clochardisation, je pense que le terme n'est pas excessif, de nos confrères africains qui, au mieux, vivent avec des salaires plein temps, 60 heures par semaine à 200, 250 € pour les mieux lotis. Et puis les autres, voilà, ils débrouillent. Donc, c'est très difficile de vivre du journalisme aujourd'hui en Afrique, sauf à être dans ces médias de connivence, publics ou privés, avec les appareils d'État et le pouvoir. Et là, vous pouvez avoir 5 fois ce salaire, plus la voiture de fonction, plus, voire même évoluer du journalisme à conseiller en communication pour les cabinets ministériels. Voilà, donc vous imaginez la pression économique, elle est très forte. Ça n'est pas qu'une pression politique ou de conviction. On a beaucoup de confrères et de consoeurs qui sont obligés d'aller trouver en Mauritanie, par exemple, la plupart des journalistes sont en même temps parfois fonctionnaires à temps partiel, enseignants, voilà. Et même s'ils n'avaient voulu au départ faire que du journalisme, bon, ils n'y arrivent pas. Ils essayent vaguement des correspondances avec des médias étrangers, mais bon, c'est compliqué. Voilà.
On peut citer le cas de Moussa Aksar qui justement, qui du fait de sa condamnation, donc a écopé d'une lourde amende et de dommages et intérêts, donc il se retrouve dans une situation économique très très compliquée et qui désormais doit compter sur la vente du lait de ses vaches, parce qu'il possède également une ferme, et de la vente de ses mangues pour pouvoir pérenniser son journal, qui actuellement, il me semble, la version papier est suspendue, hein, et il n'y a plus qu'une version web, parce que économiquement, c'est très, alors très je laisserai Ignace nous parler tout à l'heure de ça, mais effectivement, c'est très intéressant. On parle de modèle économique ici pour des médias, business plan et tout. Bon, Moussa Aksar, il a fait un truc simple, hein. Il s'est dit, bon, je crée un journal qui veut dire la vérité, je vais en prendre plein la figure. Donc il y a 18 ans, il a acheté des terres progressivement au bord du Niger. Il y élève du cheptel, il a fait une pisciculture, et avec entre autres comme principal objectif de se dire, si j'ai des amendes quand on me censure pour me faire disparaître, ben je vends 2 vaches. Voilà. C'est comme ça qu'il fait. Bon. Et chacun essaye de se débrouiller comme il peut. Donc Ignace nous donnera ses exemples. Moi, je voulais juste dire en introduction que de la même façon qu'ici, les médias sont au cœur des enjeux de survivance de nos institutions démocratiques qui sont remises en cause, et ça peut aller très vite. Je ne vais pas revenir sur les périodes qui, en France, ont conduit tout d'un coup à la suppression de tout un tas de libertés. Vous voyez bien, là, qu'on n'est pas loin de revenir, de régresser. Donc je dirais que globalement, l'Occident, qui est porteur soi-disant d'un modèle démocratique, régresse. On a vu Trump aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Pologne, ailleurs. Bon. Donc régresse, et les médias ont un rôle à jouer pour freiner cette régression des acquis démocratiques et des libertés citoyennes essentielles. Et en Afrique, on est dans des phases de transition démocratique où cette démocratie est à venir, est en construction. Et les médias ont là aussi, dans une autre dynamique, un rôle essentiel à jouer dans les transitions démocratiques pour être des contre-pouvoirs de lutte contre l'impunité et fournir le droit de savoir minimum des citoyens à partir desquels ils peuvent s'organiser, voter parfois quand c'est possible, parce que c'est quand même, on oublie ici, mais c'est une conquête, hein, donc voter blanc minimum. Là-bas, le vote, on sait ce qu'il en est. Donc c'est une conquête, et les médias ont bien sûr un rôle. Alors ils le font avec courage, détermination. Nous, dans chaque édition, on est émerveillés, je pense que le mot n'est pas, enfin en ce qui me concerne, pas trop faible, pour voir que dans ces conditions, on a des confrères et des consoeurs qui se battent, qui essayent de faire contre mauvaise fortune cumulée, courage et détermination, et qui arrivent à sortir des enquêtes, à se battre contre des États dans lesquels, quand ils sont condamnés de façon arbitraire, ils se retrouvent devant une justice qui est pieds et mains liés. L'indépendance de la justice, c'est encore un autre contexte qu'ils n'ont pas, qu'il faut construire. Voilà. Donc, pilier des États de droit à construire pour les peuples africains, c'est-à-dire la capacité pour eux de reprendre toutes ces richesses. On a fait une table ronde sur le pillage des richesses, sur l'impunité. Voilà, on est au cœur de ça. C'est en luttant contre tout ça que les peuples pourront redevenir pleinement souverains des richesses de leur sol, de leur terre, de leur sort, de leur avenir pour eux, pour leurs enfants. Et pour ça, il faut décrypter, comprendre, agir. Et les médias sont bien sûr, c'est pas les seuls, mais il y a plein d'autres acteurs qui, heureusement, contribuent à ça, mais sont quand même un vecteur important. Regardez tous les thèmes qu'on a abordés depuis le début du festival. C'est tous des thèmes qu'on devrait voir traités dans les médias, contextualisés, décryptés, etc. Alors, voilà. Justement, c'est une très bonne transition pour Anne-Cécile, parce que des sujets comme ça, vous en traitez au monde diplomatique, des enquêtes, c'est votre domaine. On rappelle, le monde diplomatique, c'est un mensuel dont les articles sont les plus lus dans le monde. Vous travaillez avec beaucoup d'auteurs. Des auteurs, évidemment, des journalistes, des universitaires, hein, c'est ça, hein, parfois même des écrivains, je crois, et français, africains, étrangers. Vous consacrez évidemment une partie de vos pages à l'Afrique,
Alors justement, quel regard le monde diplomatique porte sur l'Afrique, sur ses médias? Alors, merci beaucoup pour cette table ronde qui serait un sujet, comme l'a bien rappelé Olivier Piot, très important. Et aussi, je vais en dire un mot tout à l'heure, parce qu'il est un peu déformé. Mais pour répondre directement à la question de Christelle, le Monde diplomatique est un journal qui traite de l'actualité internationale et qui existe depuis 1954 et qui a pris comme parti de ne pas avoir de correspondants permanents à l'étranger, mais de donner la parole à des gens qui sont à l'étranger et de faire écrire ces gens dans le monde diplomatique. Et donc, en ce qui concerne le continent africain, depuis toujours, on fait écrire des journalistes africains, des intellectuels africains, des artistes africains, des personnalités africaines. Et dans les années 50-60, le monde diplomatique a accompagné les indépendances. On a été très tiers-mondiste, très au soutien des indépendances, et on a donné la parole. Le président Léopold Sédar Senghor a écrit dans le monde diplomatique, par exemple. Et il est très important pour nous de donner la parole aux gens qui sont sur place, en particulier en Afrique, parce que malheureusement, les clichés ont la vie dure. Je lisais, pour préparer cette table ronde, un article sur la manière dont le New York Times avait traité la pandémie de Covid en Afrique. Et le New York Times, grand journal américain, a eu un traitement parfaitement catastrophiste, exagérément méprisant, en disant que les Africains ne sauraient jamais s'en sortir, alors que les chiffres ne donnaient pas ça, que la situation n'était pas celle-là. Mais l'a priori politique du New York Times, c'était l'Afrique, donc c'était le cauchemar, donc ils étaient incapables, donc ils s'en sortiraient pas, etc. Et malheureusement, malgré les efforts, ces clichés perdurent. D'où l'importance de faire circuler la parole et aussi de soutenir les collègues qui sont en Afrique. Et une autre chose que j'ai vue en préparant cette table ronde, c'est les dégâts de ce qu'on appelle en journalisme la loi de proximité. C'est-à-dire, dans les écoles de journalisme, on nous apprend à ordonner l'information à partir de ce qui est supposé intéresser le public localement. Même si ce qui se passe localement n'est pas forcément le plus important. Et par exemple, en 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un attentat très meurtrier à Mogadiscio, 512 morts. Et 15 jours après, il y a eu un attentat à New York, alors ce n'est pas le World Trade Center, c'était en 2017, 8 morts. Eh bien, les médias français ont traité 10 fois plus l'attentat de New York avec ses 8 morts que l'attentat de Mogadiscio avec ses 512 morts. Parce qu'on part du principe que les Français se sentent plus proches des États-Unis que de l'Afrique. Ce qui, selon mon expérience, est parfaitement faux. Les Français sont très sensibles à la question africaine. Donc tout est déformé comme ça. Et il faut en permanence combattre les clichés pour avoir une vision un peu juste de ce qui se passe sur le continent africain. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que, Olivier Piot en a un petit peu parlé, pendant longtemps, l'enjeu dans les pays africains, ça a été de gagner la démocratie, notamment parce qu'il y avait la période des partis uniques avec des régimes autoritaires. On a eu, à partir des années 90, l'avènement du multipartisme, de formes de démocratie, avec petit à petit la conquête d'une forme de liberté de la presse. La plupart des pays africains, par exemple, ont aboli ce qu'on appelle les délits de presse. C'est-à-dire, on ne peut plus, normalement, emprisonner un journaliste parce qu'il fait son travail de journaliste. Il a droit à la liberté d'expression. Mais que se passe-t-il? Et c'est là que le système est extrêmement pervers. D'autres formes de contrôle se sont mises en place. Et notamment, les fameux procès en diffamation. Aujourd'hui, quand un journaliste comme Moussa Aksar fait une enquête qui dérange quelqu'un du pouvoir, on va dire c'est de la diffamation, c'est pas vrai, vous mentez, vous racontez n'importe quoi. Et en général, on mobilise des avocats qui coûtent très cher. On sait très bien que le journaliste africain, il n'a pas les moyens. Et donc, on va essayer d'étouffer la presse par une procédure en diffamation.
Même si, à la fin, le journaliste gagne, bah, de toute façon, il est ruiné. Son journal a peut-être fermé, il s'est endetté. Alors ça marche avec les puissances publiques. Les États africains sont procéduriers, mais aussi les grands groupes. Bolloré, le français Bolloré, champion de la logistique en Afrique, est le roi des procédures abusives, ce qu'on appelle les procédures bâillons, pour faire taire les journaux, pour faire taire les journalistes. Et nous, il nous a attaqué, par exemple le monde diplomatique, il nous a attaqué parce qu'on l'a mis en cause dans ce qu'il fait au Cameroun. Donc il nous a fait un procès en diffamation. Alors nous, on s'en fout parce que, je croise les doigts, notre journal se porte bien. Donc on est allé au procès, il a perdu. Il nous doit 6 000 € qu'on va lui réclamer par principe. Mais il y a d'autres confrères qui ne peuvent pas assumer un procès avec Bolloré. Parce que Bolloré, lui, il peut payer des avocats à 10 000 € l'heure. Voilà quoi. Idem Areva, le groupe du nucléaire français, qui est très présent au Niger, avec tous les dégâts environnementaux, politiques, utilise sa puissance économique pour empêcher l'information. Et on discutait l'autre fois avec Moussa Aksar, parce le monde diplomatique a publié une enquête à charge contre Areva, et Moussa disait bah, heureusement que vous le faites vous, parce que moi si je le fais, Areva me tombe dessus et c'est fini pour moi, je ne pourrais pas. En plus l'État du Niger sera complice d'Areva, et j'y arriverai pas. Donc une partie de la réponse à la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la solidarité qu'on peut avoir les uns envers les autres. Je veux dire, nous, médias français, dans une situation peut-être un peu meilleure que celle de nos confrères africains, être solidaires aussi de leur travail, dire ce qu'ils ne peuvent pas dire, les soutenir dans leur combat, et comme ça, empêcher toutes ces voix d'être étouffées. Je préciserai quand même, avant de repasser la parole, que même en France, comme l'a dit Olivier, la liberté de la presse, c'est un combat de tous les jours. Hein. En 20 ans, le nombre de journaux français qui ont mis la clé sous la porte. Parce qu'un autre problème a surgi, hein, c'est que beaucoup de gens croient que l'information est gratuite. Et qu'en allant sur Internet, ils s'informent. En fait, il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, mais l'information gratuite, ça n'existe pas. Hein. Si c'est de la vraie information, il y a forcément quelqu'un qui l'a payée. Et souvent un journal. Donc il faut, c'est un petit message que je fais passer, acheter un journal indépendant, vous abonner à un journal indépendant, ça fait partie d'un geste civique. Sinon, les journaux dépendent de la publicité, dépendent des grands groupes. On ne citera pas par charité à ce stade de la matinée des grands journaux français qui appartiennent à des marchands de canons, par exemple, qui par conséquent ne font pas d'articles sur le marchand de canons en question. Bon, c'est le Figaro et c'est Dassault, bien sûr. Allez, je craque. Mais pareil, TF1 n'enquête pas sur Bouygues. Voilà, la liberté, c'est ça. Bon, et ça, c'est des exemples un peu caricaturaux. Et l'un des sujets, alors j'en profite pour saluer Jean-Dominique Perbrune, qui est représentant des Amis du monde diplomatique à Bordeaux, c'est-à-dire les lecteurs du monde diplomatique. Et je dis ça parce que ce sont les lecteurs du monde diplomatique qui soutiennent l'indépendance du journal et ils font, avec leurs conférences, toute la publicité que nous, on ne peut pas faire parce qu'on ne va pas à la télé, etc., pour soutenir l'indépendance de notre journal. Et l'un des défis en Afrique, c'est ce que disait Olivier, c'est le modèle économique, parce que les gens n'ont pas d'argent, que payer pour l'information, c'est compliqué. Et donc, il faut trouver un moyen de monétiser l'information sans qu'elle soit corrompue et trouver un moyen de préserver donc l'indépendance des journaux en Afrique. Alors justement, alors Ignace, je ne sais pas, Ignace, voilà, donc de retour parmi nous. Donc Anne-Cécile justement évoquait le détournement de la loi, hein, c'est-à-dire cette loi qui est censée préserver l'exercice de la profession de journaliste en Afrique. On trouve des moyens de la détourner par d'autres procédures, par d'autres griefs. La diffamation en est un. Vous, Ignace, vous connaissez bien le problème puisque vous avez été condamné non pas pour diffamation mais pour harcèlement sur les réseaux sociaux, hein, il me semble. Vous pouvez peut-être nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Alors, je vous remercie. Mon cas est assez emblématique des violations des libertés de presse qui s'opèrent un peu partout en Afrique. Moi, j'ai été invité à participer à une conférence publique et
au cours de la conférence, j'ai entendu des propos que j'ai trouvés assez intéressants parce que, ayant déjà vécu des situations de poursuite en tant que journaliste, je les ai relayés sur Twitter, sur Facebook. Des propos du Et procureur? voilà, le lendemain, oui, les propos du procureur de la République. Alors, le lendemain, j'ai été contacté par des personnes missionnées par ce procureur pour retirer les publications, ce que j'ai contesté. Et le lendemain qui a suivi, on est venu m'arrêter. Alors, j'ai relayé les propos, on estime que j'ai sorti les propos de leur comtesse, mais au final, on m'a condamné pour harcèlement. Juste un mot sur les propos, parce que pour le public, justement, les personnes dans le public qui ne connaissent pas, il s'agissait de quoi exactement au niveau, sur les propos du procureur? Le procureur, je crois, avait critiqué. Alors, pour mieux comprendre la pertinence de ces propos et pourquoi moi je les ai relayés, je vais remonter un tout petit peu vers 2018 pour vous parler du projet West Africa List. Alors, c'est un projet piloté par la cellule Norbert Zongo pour le journal d'investigation en Afrique de l'Ouest et le consortium international des journalistes ICIJ basé aux États-Unis. Et nous avons travaillé sur les flux financiers illicites. Et nous avons publié l'enquête en 2018. Et début 2019, j'ai été convoqué, non pas pour délit de presse, mais pour atteinte à la société sur laquelle moi, mon enquête était portée. Et on a fait, comment on appelle, une dérogation à la loi sur le code de l'information et on a utilisé le code du numérique qui était déjà adopté à cette époque pour me suivre. Alors que c'était une enquête qui a été régulièrement publiée dans une organe de presse. L'enquête a été coachée par des organismes internationaux et c'était un peu surprenant qu'on me poursuit. On ne poursuit pas l'organe, mais on poursuit le journaliste sur la base d'une loi qui ne traite pas du délit de presse. Alors, cette loi, c'est le code du numérique qui a été voté avec l'avènement du nouveau régime. Et donc, c'était un peu surprenant. Moi, j'ai vécu ça. Et quelques mois après, j'ai aussi vécu un procès. J'ai fait un article sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Et toujours sur la base du code numérique, on m'a poursuivi pour atteinte à la pudeur sur les réseaux sociaux. Parce que mon article a été publié sur une plateforme numérique et ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. On estime que j'ai porté atteinte à la pudeur et j'ai fait l'objet de poursuites. Et donc, quand moi j'étais à la conférence, je vais en venir. Et quand j'étais à la conférence organisée par Canal France International, CFI Média, et j'ai entendu le procureur de la République dire que le code du numérique qui a été voté avec le régime de Patrice Talon, que c'est comme une arme braquée sur les tempes de chaque journaliste, de chaque web activiste. Et là, pour moi, c'est une réalité parce que j'ai déjà fait l'objet de 2 poursuites, non pas sur la base du code de l'information qui dépénalise les délits de presse, mais sur la base de ce code qui est une manœuvre pour contourner la loi sur le délit de presse aujourd'hui. Et donc, moi, je les ai relayés. Moi, j'ai relayé cette phrase-là, ces propos-là sur Twitter. Après, le procureur, dans son développement, a aussi dit que la coupure d'Internet le jour du scrutin législatif de 2019, que c'est un aveu d'échec des gouvernants. Effectivement, en 2019, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité sur le Bénin, le jour du scrutin, Internet a été coupé pendant toute la journée. Et moi, j'étais correspondant de plusieurs médias pour faire des reportages sur le scrutin, mais le jour-là, je n'ai pas pu travailler. Et donc, quand moi, j'entends le procureur dire que la coupure d'Internet est un aveu d'échec pour les gouvernants, pour moi, c'est une vérité absolue parce que ce jour-là, personne n'a pu travailler dans le pays. Et donc, moi, je relais cette information aussi, sur ces propos. Et le troisième propos que j'ai relayé, c'est quand le procureur dit que la législation n'est pas gage de sécurité pour les justiciables. Alors, ces propos, moi, je les ai relayés parce que pour moi, ça a un sens assez fort parce que ça traduit la réalité que nous vivons dans le pays. Et venant de quelqu'un qui est censé mettre en application les lois de la République au quotidien, pour moi, ça a tout son sens. Et comme
le journaliste a une mission de porter l'information au niveau du public. Moi, je les ai relayés pour que nul ne l'ignore. Ce que le procureur a dit est plein de sens et je les ai relayés pour que tout le monde puisse le savoir. Et voilà, ça m'a valu, on m'a arrêté sans convocation. Je suis à la maison, la police a débarqué au matin, aux environs de 5 heures GMT, et j'ai été amené au poste de police. J'ai fait 4 jours de garde à vue, j'ai été condamné à 18 mois de prison en première instance, et en appel, ça a été réduit à 12 mois de prison, dont 6 mois ferme. Donc j'ai passé 6 mois en prison, juste parce que j'ai relayé les propos du procureur. Ces propos qui sont critiques, bien évidemment, des lois, mais qui ont une connotation politique assez forte. Mais moi, je les ai relayés parce que il faut que tout le monde le sache. Le code numérique aujourd'hui, c'est une loi qui est utilisée à dessein pour poursuivre les journalistes. Et le code de l'information qui dépénalise les délits de presse n'est presque plus utilisé aujourd'hui au Bénin. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que tous les médias, que ce soit les médias traditionnels, les médias web, tous les médias aujourd'hui sont sur le web. Les télés, les radios communautaires, les presses en ligne, tout le monde aujourd'hui est sur le web. Et donc, du coup, la loi qui est utilisée aujourd'hui pour réprimer tout le monde, c'est le code du numérique. Merci Ignace. Ça, c'est le gros problème. Comment on arrive à se remobiliser après ça, après ces différentes mises en examen, après ces condamnations, après avoir fait 6 mois, avoir passé 6 mois en prison? Comment on garde la foi? Alors moi, j'ai souvent l'habitude de dire que ceux qui nous poursuivent, ceux qui poursuivent les journalistes ont un seul objectif: démoraliser le journaliste, le décourager dans l'exercice de son métier. Et moi, j'ai souvent l'habitude d'anticiper en fait sur l'objectif des poursuites dont j'ai fait l'objet. Les gens nous poursuivent parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Et comme nous, on n'est pas là pour donner gain de cause à ceux qui nous briment, alors on a toujours le moral fort. Moi, je me rappelle que quand je suis sorti de prison, tous les membres de ma famille, parce que quand moi j'étais en prison, les membres de ma famille ont trop souffert. Et donc, du coup, quand je suis sorti, tout le monde me dit, bon, Ignace, voilà, faut changer de métier, etc. Et j'ai dit non. J'ai continué mon travail de journaliste parce que environ 1 mois après, j'ai encore fait un reportage, voilà, où j'ai remis en cause la responsabilité de l'État dans la gestion de la crise Covid à l'université d'Abomey-Calavi. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le journaliste ne doit pas craindre, en fait, les répressions qui vont venir de gauche à droite pour abandonner. Si aujourd'hui, nous, les journalistes, on ne fait pas notre travail, alors qui le fera à notre place? Qui le fera à notre place? Et c'est cette question-là qui me donne, moi, le courage d'aller toujours de l'avant, quelles que soient les menaces qui sont devant nous. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que l'union fait la force. Et l'Afrique semble découvrir, en mettant en place des réseaux de journalistes, des réseaux de connexions, enfin ce sont des connexions, c'est aussi une sorte de solidarité entre journalistes. C'est le cas de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, dont vous êtes le porte-parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette plateforme et comment justement elle peut aider les journalistes africains à faire leur travail? Ignace, je précise peut-être juste pour le public, avant que tu répondes, que Norbert Zongo, c'est le nom de ce journaliste burkinabé d'investigation assassiné au Burkina Faso en 1997. Alors, merci pour cette précision, Olivier. Alors, la cellule Norbert Zongo a été créée en 2015 par des journalistes d'investigation africains. Alors, le projet était parti d'un atelier organisé par l'ONUDC avec le soutien du Danemark. Et l'objectif, c'était de réfléchir un tout petit peu sur le rôle que le journal d'investigation peut apporter dans le développement en Afrique, dans la consolidation de la démocratie en Afrique. Et c'est de là l'idée est venue de créer alors une structure faîtière
pour la promotion du journalisme d'investigation. Et donc, l'idée est née en 2015 et ça a été concrétisé en 2017 avec la première Assemblée générale qui a consacré l'adoption des thèses qui fondent l'organisation. Alors, la CENOZO, c'est une organisation qui couvre tous les pays de la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie. Et son objectif, sa mission première, c'est de faire la promotion du journalisme d'investigation, cette forme de journalisme qui est peu pratiquée dans nos pays. Parce que dans nos pays, il y a plein de médias, mais très peu de médias travaillent sur l'investigation journalistique. Et les raisons sont multiples. Alors, donc, l'objectif, c'est de faire la promotion du journalisme d'investigation. Alors, comment faire la promotion du journalisme d'investigation? C'est d'abord offrir des bourses aux journalistes d'investigation pour pouvoir travailler sur des sujets. Parce que la difficulté de l'investigation journalistique en Afrique, c'est les ressources financières. Le journaliste veut enquêter, par exemple, sur les industries. C'est un exemple que je donne comme ça. Veut enquêter sur la qualité des produits industriels. Et voilà, le journaliste doit se déplacer, quitter sa ville, aller dans des villes où les industries se sont implantées, vérifier un certain nombre de choses, etc. Donc, du coup, avec le salaire dérisoire du journaliste, c'est difficile pour le journaliste de se déplacer, de faire ce travail. Et donc, CENOZO offre des bourses aux journalistes pour travailler sur des thématiques. Alors, CENOZO aussi offre un mentorat aux journalistes. Le journaliste fait un travail d'investigation, il a besoin d'un éditeur pour corriger son article, lui donner des orientations. Voilà, CENOZO offre ce mentorat aux journalistes. CENOZO aussi offre qu'on appelle une édition légale aux journalistes, c'est-à-dire quand le journaliste finit son enquête, CENOZO recrute des avocats pour le lire, pour voir si éventuellement il n'y a pas des écueils de poursuites qui vont, voilà. Donc du coup, CENOZO fait ce travail et CENOZO aussi porte assistance aux journalistes qui sont poursuivis après publication d'une enquête. Et ça a été mon cas, moi, quand j'ai été poursuivi en 2019 par l'entreprise sur laquelle j'ai fait des enquêtes sur les flux financiers illicites, c'est CENOZO qui a payé mon avocat. Et CENOZO a sonné la grande mobilisation en Afrique, voilà, des Reporters sans frontières, Free Press, toutes les grandes organisations de presse dans le monde se sont mobilisées. Et ça a donné un peu une pression, je vais dire, sur la justice béninoise pour que cette affaire ne soit pas... C'est vrai, j'ai été condamné, mais cette condamnation à l'époque, c'était une condamnation qui n'était pas ce qui était prévu. Parce que ce qui était prévu, c'est qu'on allait m'envoyer en prison bien avant même que l'affaire du procureur n'arrive. Donc, CENOZO, aujourd'hui, a un rôle de soutien aux médias, soutien aux journalistes d'investigation. Parce que ce genre de journalisme, aujourd'hui, est très peu pratiqué et est même presque en voie de disparition parce que à cause des difficultés qu'il y a dans le métier, les gens ont peur de pratiquer le journal d'investigation avec les régimes répressifs que nous avons dans presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, les gens ont peur aujourd'hui de faire de l'investigation. Les gens ont peur de toucher les sujets sensibles et tout le monde préfère être dans un journalisme de commentaires que d'être dans un journalisme d'information. Et effectivement, on peut-être un mot sur la présence des journaux d'opinion, effectivement, dans certains pays d'Afrique, qui sont parfois les lectures majoritaires en fait de la population, et ce qui peut représenter un problème par rapport effectivement à ce qu'on appelle le journalisme des faits. Oui, effectivement, le journalisme d'investigation, c'est le journalisme des faits. C'est-à-dire la vérité des faits. C'est ça le journalisme d'investigation. Et c'est ça qui pose aujourd'hui un gros problème. Quand vous travaillez sur la vérité des faits, je donne l'exemple de Moussa Aksa, qui a travaillé sur la vérité des faits. Son enquête, quand vous lisez l'enquête du début jusqu'à la fin, il n'y a que la vérité des faits, avec des documents à l'appui. Mais malgré ça, Moussa a été poursuivi et il a été condamné. Quand vous regardez, par exemple, le cas il y a des cas ici au Burkina où un journal
le reporter, pour être plus précis, a fait une publication sur un cas concret, c'est-à-dire des cas avec des éléments de preuve à l'appui, mais qui a été condamné à payer une amende de 12 millions. Et aujourd'hui, la censure qui va avec le contexte sécuritaire, c'est-à-dire, ces conditions-là font qu'aujourd'hui, les journalistes ont du mal à travailler sur la vérité des faits. Et donc, les gens préfèrent rester, traiter des sujets de façon, donner des commentaires, faire le journalisme d'opinion, parce que, bon, voilà, quand vous donnez votre opinion sur des sujets que vous n'écorchez pas l'image de ceux-là qui sont au pouvoir, alors vous ne risquez pas d'avoir de problème. Et donc, c'est ce qui constitue aujourd'hui le gros problème que connaît le milieu médiatique africain aujourd'hui. Oui, on va faire vite. Alors, je vais redonner la parole à Olivier parce que, à propos de l'investigation, Médias et démocratie met en place cette année le PAGI, le prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo. Exactement. C'est compliqué, ça fait PAGI-NZ, mais c'est important. Je remercie Ignace pour ses précieux témoignages. En travaillant avec ses confrères, Moussa, Ignace et d'autres, on s'est dit que ces trois réseaux que constituent Médias et démocratie, la cellule Norbert Zongo, plus d'une centaine de journalistes d'investigation dans 16 pays, dont 15 de la CEDEAO, et le Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, on allait créer ensemble donc cette édition du premier prix africain du journalisme d'investigation, Norbert Zongo, à Ouagadougou cette année en novembre. Et ce prix va tourner chaque année dans une capitale africaine. Et il sera cette année en plus en duplex avec Bordeaux. Alors pourquoi? Justement, à cause de tout ce que vient d'expliquer Ignace, le journalisme d'investigation, en France même, a été une réponse à la dégradation de l'espace médiatique français à partir, grosso modo, je ne sais pas où il faut le remonter, mais en tout cas net, dans les années 90, la phase libérale, 80-90, regardez ce qu'il y a eu dans le paysage français. Mediapart, Cache Investigation, et on en a un certain nombre d'autres maintenant. Alors, il y a des journaux qui ont gardé leur, je dirais, leur authenticité, parce qu'il n'y a pas que le journalisme d'investigation. Il y a d'autres formes de journalisme de qualité sur les faits. Donc, heureusement, le monde diplomatique qui a gardé sa colonne vertébrale. Mais par rapport à la disparition ou la dégradation d'autres médias, heureusement qu'on a eu ce retour aux faits, à l'impertinence parfois, si c'est nécessaire, à la non-connivence, à la non-duplicité, quel que soit le régime, quels que soient les pouvoirs. Et ça nous a sauvé une partie, je dirais, de l'espace médiatique en France. En Afrique, on a le souci aussi, précisément parce qu'il n'y a pas tellement de demi-mesures en Afrique possible. Finalement, si on veut travailler sur le droit de savoir des citoyens et sur les faits, et qu'on a pour objectif d'aider à ces transitions démocratiques pour les soutenir, pour les conforter par la conscience citoyenne des sociétés civiles africaines, eh ben, il faut aller vers la vérité. Et très vite, on tombe dans l'investigation. Alors, ce n'est pas le sens qu'on donne exactement ici, puisque en Afrique, il suffit d'aller chercher des données et de dire ne serait-ce que certains faits pour être déjà dans un esprit d'investigation. Nous, quand on dit investigation ici, on dit oh là là, creuser des choses, des scoops, des non-dits, parce qu'il y a déjà un travail qui est fait. En Afrique, il suffit de dire voilà, un contrat a été signé d'armement par le ministère du Niger et dans un rapport des États-Unis, on dit tiens, c'est bizarre, dans ce contrat, il y a une somme qui a disparu. On est déjà dans l'investigation. Parce qu'on n'est pas censé déjà parler de ça, avoir accès aux données, etc. Donc, on s'est dit, avec ses confrères africains, ces deux réseaux, nous allons créer ce prix pour faire une vitrine, pour aider nos camarades africains à leur donner une visibilité internationale. Donc, on a mobilisé des partenaires, leur donner, doter ces prix aussi. Voilà, Cenozo parlait de bourse. Quand vous donnez 1 500 ou 2 000 euros, 10 mois de salaire,
à un prix, vous aidez le journaliste, vous aidez le média. Voilà. Et on espère que c'est un des aiguillons pour aider les médias en Afrique. Et on espère que ce prix connaîtra d'année en année un franc succès. Et pourquoi pas protéger aussi. Parce que le problème des journalistes africains, c'est d'être dans un huis clos de censure et de pression dans l'ombre avec leur appareil d'État. Plus on parle de ces journalistes, de leur travail, alors il y a Reporters sans frontières, il y a bien sûr d'autres organisations qui le font, mais en mettant la lumière sur ces journalistes, tous médias confondus, qui obtiennent des prix, qui participent à ce prix, on espère aussi qu'on les aide de fait. Il n'y a pas de risque zéro, mais on les aide parce qu'on les fait rentrer dans la lumière et on est plus à même après de solliciter des organisations, etc., pour voilà, les aider dans leur combat face à des États où finalement le droit n'est que rarement imposé et respecté. Voilà. L'investigation, donc une des solutions, une clé possible. Un mot, bref, peut-être Olivier, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, et puis je voudrais laisser la parole aussi au public. Un petit mot sur la formation aussi, puisque c'est quand même... Bien sûr, oui, j'ai oublié, mais se former. De médias. Alors entendons-nous sur se former, c'est une formation qu'on élabore avec eux, et ils nous apprennent autant de choses qu'on leur apprend. On n'est pas dans une situation où on se dit, nous les blancs, journalistes, on sait mieux que nos petits camarades. Pas du tout. On ne sait pas mieux. D'abord, on ne connaît pas les situations, on ne les vit pas comme eux, etc. Donc on échange. Et effectivement, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école de journalisme en Afrique, où il y en a peu, où il y en a des anciennes qui ont peu de moyens. Et donc ce sont souvent des confrères et consoeurs autodidactes qui ont appris énormément de choses. Mais comme dans tout savoir, quand on ne revient pas à la théorie sur le savoir, on a un plafond de progression. Et pour franchir ce plafond, il faut se reposer la question du pourquoi, du comment, de règles éthiques, de pratiques, de vérification d'informations, de lutte contre les fake news, d'Infox, etc. Donc voilà, on travaille sur toutes ces questions avec eux. Oui, on va passer, parce que là, 2 minutes, alors 2 minutes top chrono, donc c'est le moment, si vous avez des questions... Bonjour à tous. Moi, j'ai une petite question assez simple. Au vu de ce qu'il vient de dire, est-ce qu'il y a encore une appétence du coup pour le métier de journaliste sur le continent? Et la deuxième question en lien avec la première, c'est est-ce qu'il existe en fait des moyens de diffusion indépendants? Je pense à une plateforme par exemple de journalistes indépendants, je crois qu'il existe Vox Europa qui réunit des journalistes du continent européen qui sont indépendants. Est-ce qu'il y a l'équivalent sur le continent? J'espère avoir été assez précise. C'est tout à fait précis. Ignace, vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. Je vais commencer par répondre à la deuxième question. Oui, la Cenozo offre, comment on appelle, cette plateforme de diffusion des sujets qui ne peuvent pas être diffusés dans certains pays. Je me rappelle qu'il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées et pour des questions de ligne éditoriale, les directeurs de publication du journaliste ont refusé de publier l'enquête dans son pays. Et donc, du coup, Cenozo a pris la responsabilité de le publier sur sa plateforme. Donc, nous avons un site internet, www.cenozo.org, sur laquelle nous publions toutes nos enquêtes. Et les enquêtes qui ont des difficultés de publication dans ces pays, nous les publions sur notre site internet. Alors, en vue des difficultés, au regard des difficultés, est-ce qu'il y a aujourd'hui une appétence au journalisme d'investigation? Je dirais oui, parce que c'est toute la mission, c'est toute la raison d'existence de la Cenozo. Donner, comme on appelle, ressusciter, en fait, faire vivre le journalisme d'investigation en Afrique, parce qu'aujourd'hui, ça disparaît progressivement. Bon, c'est vrai qu'on parle de journalisme d'investigation, bon, ça va dans tous les sens. Et comme moi, j'aime le dire souvent, il n'y a pas de journaliste d'investigation outre mesure, mais le journaliste, c'est le journaliste qui travaille sur des faits, qui travaille sur la vérité des faits. Et pour ça, je pense que tous ceux qui viennent vers le journalisme sont dans cette dynamique. Maintenant, les répressions, comment on appelle, la censure
et tout ce que nous connaissons, pour moi, ça fait partie des risques du métier. Et je donne souvent l'exemple d'un pilote. Quand vous allez dans une école de pilote, vous savez que le risque du métier que vous voulez entreprendre, c'est que vous faites un crash et puis vous pouvez mourir. Et bon, moi, je dis, quand vous entreprenez le journalisme d'investigation en Afrique, le risque du métier, c'est qu'on vous envoie en prison, comme moi, je l'ai vécu. C'est qu'on vous colle des procès presque tout le temps. C'est qu'on vous asphyxie financièrement ou qu'on vous assassine, comme le cas de Norbert Zongo. Donc, du coup, je pense que les journalistes aujourd'hui qui viennent à l'investigation prennent de plus en plus conscience des risques du métier et donc, du coup, ça ne les décourage pas. Ils assument leur rôle. Voilà, je voulais juste, par rapport un peu au cas du Sénégal, dire que peut-être les populations sont très sensibles à la situation des journalistes. Mais par exemple, ce qui inquiète quelquefois, je peux prendre un exemple, du temps du régime d'Abdoulaye Wade. Nous avons connu le premier journaliste d'investigation du Sénégal qui a écrit un livre et qui a beaucoup contribué à faire tomber le régime d'Abdoulaye Wade. Mais après la chute du régime d'Abdoulaye Wade, il s'est retrouvé ministre dans le gouvernement suivant. Comment, dans de tels cas, on peut faire confiance aux journalistes? Anne-Cécile? Oh, on n'a plus tellement de temps, mais ça arrive aussi en France, hein, vous savez. Un journaliste qui passe à la communication du président de la République ou des ministres. C'est le problème de la récupération et d'une manière générale de l'entretien des valeurs professionnelles. C'est-à-dire, normalement, le journalisme, c'est aussi une éthique, c'est aussi des valeurs qui impliquent, comme disait Hubert Beuve-Méry, le fondateur du journal Le Monde, de la distance. De la distance par rapport aux faits pour les analyser de manière critique, de la distance par rapport au pouvoir pour éviter de se faire récupérer, et puis aussi un petit peu de distance par rapport à soi-même pour éviter de manquer d'objectivité. Et malheureusement, des personnalités comme celle que vous mentionnez, dont vous avez la bonté de ne pas citer le nom, ont été séduites par les sirènes du pouvoir, et ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème chez vous comme chez nous. Et on parlait de formation, et c'est en valorisant cette espèce d'esprit farouche du journaliste qui doit préserver sa distance vis-à-vis des pouvoirs qu'on évitera ce type de problème, indépendamment des problèmes économiques par ailleurs. Oui, pas de liberté sans démocratie, pas de démocratie sans indépendance. Indépendance de qui? Des pouvoirs politiques. On n'est pas censé faire les deux, on ne fera pas les deux. Donc il faut choisir. Ce monsieur n'a pas choisi, visiblement, des pouvoirs financiers, des pouvoirs économiques, des pouvoirs idéologiques et des pouvoirs politiques. C'est ça, cette indépendance. Elle est à construire, elle est compliquée. Voilà. Et j'aimerais bien que Ignace peut-être nous... C'est ça. Et donc on va conclure vraiment 30 secondes, ou allez, 1 minute, grand maximum, Ignace. Pour vous, le mot de la fin. Alors, je vous remercie. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le défi pour les journalistes africains, c'est le défi de la formation. Alors, il faut se former sur des sujets. Il faut chaque fois raviver la flamme du journalisme d'investigation pour pouvoir continuer dans le métier. Parce qu'aujourd'hui, les difficultés sont tellement énormes que si vous regardez tout de suite les difficultés, vous laissez tomber. Donc, du coup, il y a le défi de la formation. Il faut que les journalistes se forment régulièrement. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire que plus le journaliste est formé sur une thématique, plus il a de possibilités de proposer des sujets sur cette thématique. Dernier exemple en date, la CNOSO a organisé une formation sur la pêche illégale. Et tout de suite, il y a un projet d'investigation qui est en cours sur ce sujet. Et donc, du coup, il y a le défi de la formation. Alors, l'autre défi aujourd'hui que les journalistes africains doivent relever, c'est l'éducation aux médias. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la technologie a tellement évolué, tout le monde est journaliste aujourd'hui. Alors, comment les journalistes aujourd'hui se distancient comment on appelle, de toute l'information, de toute cette masse d'informations qui est diffusée sur la toile aujourd'hui. Donc, du coup, le journaliste aujourd'hui doit être sensibilisé sur des questions de fake news et doit pouvoir amener le lecteur à avoir confiance en lui. Et parce que la réalité, c'est quoi? C'est le lecteur qui fait la qualité du journaliste. Alors, aujourd'hui, les lecteurs sont de plus en plus exigeants. Donc, il faut que le journaliste aujourd'hui ait une responsabilité
garde la conscience professionnelle nécessaire pour pouvoir faire son travail et contribuer à l'évolution des choses. Alors, je voudrais finir en remerciant Médias et Démocratie pour le travail qu'il fait en Afrique et notamment dans les pays du Sahel, parce que récemment, Médias et Démocratie Sahel a été installé. Et l'objectif, c'est toujours contribuer à la question, à la responsabilité des médias. Quel est le rôle que les médias peuvent jouer dans le développement des modèles démocratiques de nos pays? Et je pense que c'est fondamental. Et nous remercions cette organisation pour le travail qu'il fait dans nos pays. Et je vous remercie. C'est un plaisir pour moi d'avoir pris part à cette table ronde. Merci beaucoup, Ignace, pour cette belle conclusion. Merci à nos intervenants. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche.